Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Baldinger. Lucas, salut. Salut Alexandre. Écoute, je suis très content que tu passes dans le podcast. Je t'ai connu sur LinkedIn, donc maintenant on se voit en vrai. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, expliquer aux auditeurs du podcast pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur les sujets de la vente? Bonjour Alexandre, merci pour ton invitation, déjà très sympa. Ravi d'être ici avec toi. Aujourd'hui, pourquoi les gens gagneraient à me connaître? J'essaye, du mieux que je peux, de désacraliser la vente et de la rendre la plus simple possible au plus grand nombre possible. Donc on est aujourd'hui dans une ère où on est très sollicité, on nous propose beaucoup de choses, on a tendance souvent à complexifier les choses. Et moi, mon boulot au quotidien auprès des entreprises et des entrepreneurs, ce que j'appelle les solo-dirigeants principalement, c'est de désacraliser tout ça, de le rendre le plus simple possible pour que, si tu veux, ils puissent se concentrer sur leur cœur d'activité et que la vente ne soit plus un problème pour personne, la plus simple et efficace possible. Ok, donc aujourd'hui, ton activité, c'est d'accompagner des entreprises. Et toi, tu te concentres particulièrement sur quel moment de la vente ou quel type de vente c'est? Quel est on va dire, ta secret sauce? Alors, j'accompagne sur l'ensemble du processus de vente, mais si tu veux, la grande spécialité aujourd'hui, je pars d'un constat très simple, c'est que aujourd'hui, ce qui fait qu'on est efficace d'un point de vue commercial dans sa boîte, c'est, encore une fois, je simplifie à fond, c'est le nombre de clients qu'on est capable de rencontrer sur une semaine, un mois, une année, et la qualité de ses clients, de ses prospects, puisque ce sont des prospects à ce stade, et la qualité des échanges qu'on va pouvoir avoir avec eux. Donc moi, le gros de mon boulot, si tu veux, dans mon quotidien, c'est d'aider dirigeantes et dirigeants que j'accompagne à rencontrer le plus facilement possible leur cible idéale pour ensuite créer un climat de confiance, voir à quel endroit il y a une problématique et donc comment elles vont pouvoir la résoudre. Ok, écoute, merci pour cette introduction. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, tu voulais nous parler de stratégie pour vendre ses services et ses produits plus chers. Pourquoi tu voulais nous parler principalement de ce sujet? Alors pourquoi c'est important de vendre plus cher? Assez basiquement, déjà plus une activité augmente, plus si tu veux, tu as des charges, plus tu as des salariés, même si personnes auxquelles je m'adresse au quotidien n'en ont pas forcément. On est dans un monde où, en tout cas en France, on est dans un système où la fiscalité est assez dure. On a une inflation qui est conséquente. À niveau de revenus équivalents d'année en année, on s'appauvrit, je pense, à quelque part. Et donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs à atteindre la meilleure zone de confort possible. Et ça passe forcément par, à quelque part, l'accroissement de son chiffre d'affaires. Donc de tendre vers des contrats toujours un petit peu plus intéressants en permanence. Et ça demande certaines capacités en termes encore une fois, de rencontre de clients, de posture, etc. D'accord, ok. Alors en préparant l'épisode, tu m'as proposé plusieurs parties pour l'épisode. Une des premières parties dont tu voulais parler, c'était notamment la notion simplement d'aller chercher des clients plus gros. Ça paraît assez simple comme idée, mais je pense que la réalité, elle est forcément plus complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes tes clients pour que ces derniers puissent aller démarcher de plus gros prospects, plus gros contrats, et pourquoi c'est important comme notion et peut-être comme barrière limitante à lever quand on est commercial. Bon, aujourd'hui, j'ai expliqué pourquoi c'était important, et là je pense qu'on va tous se rejoindre. Ensuite, la question de comment on s'y prend. Donc, la première chose, évidemment, c'est de connaître son marché. Puis après, on va voir comment ça s'organise au quotidien. Connaître son marché, c'est savoir être toujours attentif, si tu veux, selon moi, sur l'étape d'après. J'ai un client idéal aujourd'hui, c'est de se dire, pour porter la croissance de mon chiffre d'affaires de ma boîte, quel sera mon client idéal dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Plus on va aller sur des clients qui sont déjà sollicités, qui ont des moyens importants, etc., plus c'est des gens qui sont donc très sollicités, et plus les cycles de vente, si tu veux, peuvent être longs, et donc plus ça s'anticipe. Donc aujourd'hui, pour moi, la bonne posture, elle est assez simple, c'est de se dire, ok, on est dans son quotidien, on a son client idéal du moment, sa cible idéale du moment, et on va en permanence avoir un coup d'avance, c'est-à-dire qu'on va travailler en permanence, on va passer 90% de son temps sur l'acquisition du client idéal du moment, et on va, dans son quotidien, placer 10-15% sur le fait de rencontrer déjà le client que j'appelle prochaine étape. Celui qu'on voudrait viser dans 1 an, qui va nous permettre de facturer 15% de plus l'année d'après, puis 15% de plus l'année d'après encore. Donc c'est de se projeter systématiquement entre l'instant
le fait de devoir manger tout de suite avec l'existant et donc de faire nécessaire là-dessus pendant 90% de son temps, 10% sur le fait de rencontrer sa future cible idéale, entre guillemets, donc des gens qui sont peut-être un peu plus avancés, des boîtes qui ont des plus gros budgets, des boîtes qui ont l'habitude de dépenser davantage, etc., etc. Ok, donc là tu donnes un premier conseil aux auditeurs, hein, c'est de réfléchir, en tout cas de mettre des plans d'action en place pour aller consulter ses futurs clients. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs pour entamer des conversations avec ses clients, rencontrer ses potentiels clients? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est de se placer dans une posture d'enquêteur. C'est-à-dire que maîtriser, si tu veux, la vente sur ce secteur un peu plus difficile d'accès qui va au départ demander un petit peu plus de travail, ça s'anticipe. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir un coup d'avance, parce qu'il va y avoir une compréhension de ce marché, quelles vont être les spécificités, quelles vont être les objections, quelles vont être mes faiblesses par rapport à des concurrents qui certainement à l'heure actuelle sont plus grands que moi vis-à-vis de ces clients-là. Et donc, la première chose pour moi, ça va être de les interviewer. C'est-à-dire de se dire, OK, aujourd'hui, je me mets dans une posture où, encore une fois, 10% de mon temps, je vais le passer à rencontrer ces cibles-là, à leur tendre des micros. La capacité, pour moi, la compétence fondamentale, c'est l'art de briser la glace. C'est-à-dire, comment je fais aujourd'hui pour cibler, aujourd'hui avec LinkedIn, etc., c'est relativement simple, mais comment je fais pour obtenir l'attention de ces cibles-là. Le conseil que je donne à ce moment-là, c'est d'apprendre à briser la glace en profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on est tous très sollicités sur LinkedIn. Je pense que tu le vois, moi aussi, nos clients sont très sollicités. Et donc, qu'est-ce que je dois dire à cette cible qui m'intéresse pour faire en sorte d'être, si on parle de LinkedIn par exemple, dans les 1% des approches les plus sexy. Qu'est-ce que je lui dis pour la considérer suffisamment, pour l'intéresser suffisamment pour qu'elle se dise, OK, cette personne-là, ça fait sens, j'aime sa posture, j'ai envie de la rencontrer, de lui accorder quelques minutes qui vont nous permettre de commencer à creuser quelle sera la problématique, comment il va falloir que je positionne mon offre sur cette cible future, etc., etc. Ok, donc ce que tu m'as expliqué en préparant l'épisode, c'est que toi, t'es vraiment pas sur les techniques d'automatisation, on en parle beaucoup dans ce podcast, hein, c'est comment en gros prospecter en masse des clients. T'es vraiment sur une approche autour de la posture, de comment je fais vivre une expérience à mon prospect, comment j'essaye d'être dans les 1% des vendeurs les plus remarquables. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donner des tips sur, je suis un commercial et j'ai envie de faire vivre à mon prospect une expérience beaucoup plus élevée que ce que je lui fais vivre actuellement. Comment tu conseilles là-dessus les clients que tu accompagnes sur cette posture du commercial? Le gros sujet pour moi, tu vois, c'est évidemment, on perd pas le nord et on est là au final pour vendre ces solutions, mais c'est de mettre l'accent très très fort sur la considération qu'on va avoir vis-à-vis de cette cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont l'habitude d'être sursollicités. C'est de se dire, encore une fois, qu'est-ce que je vais raconter à cette cible, comment je vais la considérer suffisamment pour qu'elle ait envie de m'accorder un entretien. Et ça va passer par le fait, pour moi, de co-construire la suite avec elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous manque des clés pour aller voir ce prochain client qui va nous permettre de facturer plus cher. C'est finalement de co-construire cette continuité avec lui et donc de le questionner très clairement en disant, voilà, aujourd'hui, ce que vous faites m'intéresse pour telle et telle raison. Il faut être extrêmement précis, évidemment. Et essayer de demander des clés, je dirais presque, tu vois, de demander de l'aide à ces personnes-là. Plutôt que de se placer comme un vendeur et puis de tomber, parce que forcément, tu vois, plus c'est complexe dans ton avancement, plus tu vas sur des cibles complexes, plus tu as des objections que tu maîtrises pas encore, etc. Donc finalement, ces objections, tu vas lui demander par avance quelles seront ces objections à lui si demain tu étais amené à travailler avec un secteur comme le sien, tu vois. Ouais. Donc d'aller vraiment dans une approche de questionnement avec une posture très, très basse. Et ça, aujourd'hui, tu te rends compte que les personnes aiment bien qu'on leur demande de l'aide et être considérées. Parce qu'elles sont, encore une fois, très sollicitées par des approches très vendeuses, que ce soit téléphonique, que ce soit email, LinkedIn ou autre. Donc c'est vraiment de partir sur la co-construction. Et ça peut être fait par l'intermédiaire d'un simple questionnaire, ça peut être fait par l'intermédiaire
Tu vois, si tu fais du marketing, tu as une newsletter, ça peut être de mettre en avant déjà ces cibles-là dans ton marketing au quotidien. Pourquoi pas de les mettre en avant sur LinkedIn? Il y a plein de choses à faire intéressantes pour, encore une fois, solliciter les personnes et qu'elles aient envie de te donner des clés en retour. Ouais, puis tu m'as posé une question avant qu'on commence l'épisode que je trouve assez intéressante. Tu m'as dit dans les interactions de vente que tu as eues cette semaine, et on en a tous les jours, hein, quand tu vas acheter un pain au chocolat, je veux pas dire chocolatine, un pain au chocolat, je peux, ouais. Tu as une interaction de vente, et quel pourcentage d'interaction de vente tu as retenu et que tu trouves très positive? Et en fait, ça, je trouve que c'est une question intéressante à poser aux commerciaux, parce qu'on se rend compte, finalement, c'est pas la majorité, et que, du coup, il y a un effort à faire quand on va aller démarcher des cibles plus grosses, mais il faut pas penser que c'est insurmontable. Finalement, si on se compare à d'autres, il y a quelques efforts à faire en plus pour être au-dessus de son concurrent. Absolument. On en revient à l'empathie. Aujourd'hui, les boîtes en général, c'est pareil en B2C, c'est pareil en B2B, elles ont envie de travailler avec moins de monde, mais elles ont envie de travailler avec des vrais interlocuteurs qui seront des partenaires au quotidien. Donc, empathie à fond et montrer par rapport à ses concurrents, surtout quand ils sont plus gros, parce que plus ton client travaille avec des boîtes importantes, plus, entre guillemets, il peut avoir l'impression d'être noyé dans la masse, ce qui est logique. Plus les boîtes sont grosses, plus il y a du monde, plus elles ont de clients, etc. Et donc le fait aujourd'hui de montrer que tu peux avoir une relation très privilégiée avec ton futur client, ça c'est clairement un truc qui va faire la différence. Ouais. Et il se rend compte de ta posture, tu vois. Tu vas lui poser des questions dès le départ que sans doute son fournisseur de solutions actuel ne lui pose pas ou n'a plus l'habitude de lui poser, tu vois. Donc le but c'est de lui faire sentir directement que tu as envie d'aller dans un schéma de compréhension de ses problématiques supérieur et plus jusqu'au boutiste que ce qu'a l'habitude de faire les gens avec lesquels il travaille déjà. Ok. Alors moi, je me rappelle, donc, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais quelques salariés, j'étais une petite entreprise, et j'ai commencé à vouloir aller chercher des gros, donc des gros noms, ouais. Des beaux logos. C'est peut-être d'ailleurs une petite erreur qu'on fait quand on lance une entreprise, c'est qu'on veut absolument signer des noms que tout le monde connaît. Néanmoins, on a réussi à signer des comptes, des grands comptes, mais il y avait toujours un gros complexe vis-à-vis de concurrents forcément plus installés, plus anciens, plus gros. Quels sont les tips que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarcher, alors pas forcément une entreprise du CAC 40, mais quand même une entreprise plus importante que celle qu'elle a l'habitude de démarcher, et notamment vis-à-vis de concurrents plus installés? Alors j'ai beaucoup de réponses. C'est une vaste thématique qui est passionnante. Alors déjà, je sais pas si c'était une erreur que tu aies cherché à faire ça à l'époque, parce que je pense qu'au contraire, plus vite tu t'y confrontes à cette cible d'après, encore une fois, ou à cette cible qui est à tes yeux très important, ou permettra de porter ta croissance dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, plus vite tu comprends les objections, le marché, comment tu vas devoir adapter ton offre, ton discours, ta posture commerciale, etc. etc. Donc ça, c'est passionnant. Et au-delà du CAC 40, parce que là, c'est vrai que tu parlais d'aller chercher des très gros, pour moi, cette philosophie est la même si tu vas chercher une boîte de 4 personnes alors qu'avant tu t'adressais à des indépendants seuls, ou si tu vas chercher des boîtes du CAC 40 alors qu'aujourd'hui tu t'adresses à des PME. Le cheminement est toujours le même, donc je pense pas que ce soit une question de taille de boîte, c'est vraiment une question de posture. Et alors le conseil, c'est un conseil que j'aurais pas donné il y a 10 ans parce que tu m'en aurais parlé, j'aurais regardé de travers, mais c'est d'essayer d'aller voir des prospects de cœur. Alors le prospect de cœur, c'est quoi ? C'est de se dire, aujourd'hui je vois beaucoup d'entrepreneurs ou de commerciaux, prospecter évidemment, hein, c'est leur boulot premier d'aller à la rencontre de leur cible, mais de se dire, j'y vais un petit peu dans tous les sens. Et moi, la question que j'aime bien poser aux personnes que j'accompagne ou qui m'entourent, c'est finalement, aujourd'hui, le choix, il est large. Il est très large, les boîtes du CAC 40, il y en a quand même pas mal, avec laquelle tu as envie de commencer à travailler. Tu vois ? Quelle que soit la cible. PME, quel type de PME, c'est quoi ton secteur de cœur, quelles sont les activités qui te séduisent plus que les autres parmi les clients potentiels que tu as à disposition. Et alors, si je dis ça, c'est parce qu'on se rend compte de manière... c'est chiffrable, hein, c'est mathématique, que plus tu te positionnes sur des clients ou des secteurs qui te font vraiment vibrer, et bien plus facilement tu brises la glace avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les gens s'en rendent compte vraiment. Ouais, et puis bon, c'est un conseil qu'on a déjà dit dans ce podcast, mais... Ça m'étonne pas, ouais. Mais aussi, plutôt que d'aller bombarder et spammer la terre entière, se focaliser sur, comme tu l'as dit, un secteur donné, sur un certain nombre de cibles limitées, te permettra d'avoir une approche beaucoup plus chirurgicale, personnalisée, humanisée,
Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on oublie un peu parfois dans la vente. On oublie parce qu'on a tendance à tirer tout azimut. Et moi, je l'ai fait le premier. Hein. J'étais très longtemps dans l'automobile et il y a des choses que j'ai comprises ensuite, tu vois. Mais quand tu vas dans un secteur que tu adores par définition, comme tu l'as dit, tu vas te renseigner davantage sur la boîte, tu vas te renseigner davantage sur le quotidien des décideuses et décideurs que tu vas aller contacter. Et finalement, dans la première approche que tu vas avoir, dans la manière dont tu vas briser la glace avec ces boîtes-là, tu vas être, entre guillemets, beaucoup plus deep, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus enthousiaste, même sans t'en rendre compte. Et derrière, tu t'en rends compte sur le terrain que ça fait mouche beaucoup, beaucoup plus facilement que quand tu fais un peu d'acting, quand tu commences à aborder les choses de manière un peu vague, avec peu de passion. Ça fait vraiment la différence. Donc ça, c'est un truc, pour être honnête, quand j'étais commercial à l'époque, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas cru. Mais force est de constater que j'ai eu largement l'occasion de le mesurer depuis. Ouais, c'est très factuel. Hein. T'as fait quelques années dans la vente de voitures et on en parlait. C'est souvent un secteur où tu peux avoir des caricatures de vendeurs. Absolument. Et il y a plein de choses en fait à faire pour en fait être l'un des meilleurs vendeurs de ta concession ou de ton secteur. La caricature, je pense que si elle existe, c'est très justifié. Et c'est pas uniquement dans l'automobile, c'est dans la banque, c'est dans l'IMO, c'est dans plein de métiers. L'avantage, c'est que si tu essayes de jouer la carte opposée de cette caricature, là aussi, je pense que tu te démarques assez facilement, en effet. Ouais. Ouais. Parce que tu as des clients dans certaines typologies de secteurs qui, par définition, vont être frileux, vont avoir eu de mauvaises expériences. Et donc, quand tu fais vivre l'expérience inverse à un client ou un prospect qui, par définition, est un petit peu méfiant ou réticent vis-à-vis de certains secteurs, tu marques en général un point d'avance. Oui, absolument. Ouais, je me dis, est-ce que tu as, par exemple, quelques pratiques que tu as eues dans ce secteur qu'on pourrait appliquer finalement à n'importe quel secteur et qui, là aussi, te différencient de beaucoup de commerciaux, des choses que tu faisais et que tu te disais ah oui bah ça mon concurrent le fait pas et finalement aujourd'hui tu le fais encore quand tu fais de la vente. Je vais être sur du très basique empathie, c'est-à-dire que le client, surtout dans des secteurs où on a tendance à avoir des clichés, etc., il a besoin d'être écouté. Poser des questions. Tu vois, si je reprends avant l'exemple de je me place face à des entreprises plus grosses que moi pour pouvoir facturer davantage l'année d'après et conquérir des marchés plus complexes, c'est de lui montrer que tu es dans un schéma de résolution de problèmes beaucoup plus spécifique que ce que ton concurrent se donne la peine de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc questionner. Ne pas hésiter à basculer dans le perso aussi, tu vois. Pour instaurer un climat de confiance, il faut que ton client sente que tu es capable et que tu as envie de prendre le temps. Tu vois, de retourner sa problématique dans tous les sens. Ça, c'est hyper important. Question. On se comporte comme des médecins, idéalement, tu vois. Ouais, il y a une notion dont on parle pas souvent dans mes épisodes, c'est la notion de rythme. Et je sais que tu m'en avais parlé. Tu peux aussi moduler finalement un rythme dans tes ventes et notamment quand tu t'adresses à des clients un peu plus gros parce que tu veux aller chercher tout simplement des plus gros paniers. Mm-hmm. Tu peux travailler sur ce rythme. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est en fait le rythme dans la vente ? Alors le rythme, c'est de se dire, tu vois, à l'instant je disais on se comporte comme des médecins et si je disais ça justement, c'est entre autres, je fais référence au rythme parce que souvent, y compris quand on va chercher des marchés un petit peu plus complexes, on va avoir tendance à vendre très rapidement. Or, il faut pas oublier que dans des secteurs qu'on connaît pas encore très bien, les enjeux sont plus importants, les objections sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes, et donc il faut aller dans un schéma de questionnement très poussé, et surtout, que ce soit au niveau des commerciaux ou des entrepreneurs, on a tendance à se précipiter trop vite sur la solution. En général, plus tu vas vers des boîtes avancées ou qui ont des budgets importants, moins les solutions, moins les contrats en général, plus les cycles de vente sont longs, et donc plus tu as le temps finalement de préparer ta solution. Donc faut pas hésiter, tu vois, à faire un premier entretien avec ton client ou ton prospect dans cette boîte-là, à mesurer les objections, à y retourner, à rappeler, à poser des questions. Il faut jamais se précipiter trop vite avec une offre commerciale parce que c'est là en général où tu te fais manger par les concurrents qui sont déjà en place, tu vois. Donc moi j'ai toujours tendance à dire à tout le monde, prenez votre temps, retournez le problème dans tous les sens et surtout, posez la question à vos clients de qu'est-ce qui
dans la solution qu'ils ont actuellement en place doit être améliorée. Et ça, il faut absolument que tu le retournes dans tous les sens. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et si le prospect te dit, ok, bon, écoutez, tout fonctionne bien, très bien. Qu'est-ce qui, dans ce fonctionnement idéal, cher prospect, pourrait encore être amélioré si c'était possible, tu vois? Et c'est dans ces failles-là, c'est dans le talon d'Achille du gros concurrent en face de toi que tu vas pouvoir faire la différence, tu vois. J'avais par exemple, j'avais aidé quelqu'un à l'époque qui devait signer un premier contrat en tant qu'indépendant auprès d'un constructeur automobile, que je citerai pas, constructeur automobile français. Il était face à des concurrents qui sont en place depuis toujours. C'est des boîtes de 500 à 1000 personnes, tu vois. Donc c'est un secteur très niché. Il s'agit de fournir une prestation pour le constructeur automobile. Il s'agit de lui fournir de la data. Et donc, cet indépendant-là, si tu veux, il arrive sur ce marché-là et il avait une ouverture avec un des constructeurs. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû trouver le talon d'Achille les petites frictions qui sont maigres, hein, mais que rencontre le constructeur actuel avec le fournisseur en place, et c'est comme ça qu'il a pu construire tout son argumentaire de vente et rassurer. Parce que c'est pas évident, quand tu as une toute petite structure et qu'en face tu en as une qui est plus grande, ton prospect peut se poser la question de la pertinence, de est-ce que tu es assez solide financièrement, est-ce que tu seras encore là dans 5 ans, etc. Donc il faut construire un argumentaire chirurgical par rapport aux axes d'amélioration que tu peux mettre en place, et ensuite tu déroules ton offre. Mais tu fais ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut vraiment prendre son temps, tu vois. Ouais. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pour clôturer l'histoire, ça a fonctionné. Ouais. Ok. T'as parlé d'objections. C'est vrai que quand tu commences à aller démarcher des clients plus gros, très vite, tu vas te poser la question en tant qu'entrepreneur ou commercial, la question du prix. Parce que forcément, tu vas vouloir vendre plus cher. Là aussi, est-ce que tu as des conseils pour des gens qui ont un peu du mal avec ça? Je pense que c'est assez classique dans la vente. Tu as souvent des objections autour du prix. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour ne pas trop perdre d'énergie sur cette question du prix, en fait? Qu'est-ce qu'on peut travailler quand on va voir des clients plus gros? Alors, ta question, tu me la poses dans le cas où la solution que tu proposes est plus chère que celle des concurrents en place? Non, j'imagine, imaginons je vends une solution à 2 000 €. Je vais voir du coup des clients plus gros parce que je vais vendre à 10 000 € et j'ai un cap à passer. Comment je peux y arriver sans me poser trop de questions et comment j'enlève un peu mes croyances limitantes? Alors déjà, en général, quand tu t'attaques à une cible qui est un peu plus costaud, entre guillemets, ou en tout cas qui est capable de dépenser un peu plus d'argent, bien souvent, plus tu montes et en général, moins le prix est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Bah ça, tu vois, je voulais t'amener là. Moins le prix est un problème. Parce qu'effectivement, souvent, on se dit, je suis pas capable d'aller vendre 15 000 € et parfois, c'est plus simple de vendre 15 000 à un gros qu'à 2 000 à un petit. Ouais. Complètement. Alors, je vais pas commencer à rentrer dans les exemples parce que j'en ai sans doute des centaines et des centaines. L'indépendant dont je te parlais avant, qui a décroché un contrat avec un constructeur automobile, donc pas facile, hein. Gros concurrent en face, c'est son tout premier contrat, donc compliqué. Il devait être 40 000 € moins, tu vois, je crois que c'était 160 000 €, il devait être 40 000 € moins cher que, je vais pas citer le nom, mais qu'une boîte en face de 600, 700 personnes, parce qu'encore une fois, quand tu es face à des concurrents qui sont plus gros que toi, ils ont en général plus de charges. Ils ont en général, il y a tout un tas de choses qui fait que tu seras rarement le plus cher. Et bien souvent, si j'analyse toutes les histoires, toutes les choses que j'ai pu voir et toutes les histoires qu'on a pu me raconter, en général, on n'était pas assez cher. Tu vois? Donc, en tant que plus petit, entre guillemets, on a cette facilité, en général, à pouvoir proposer des tarifs équivalents ou un petit peu en dessous et à être super compétitif avec une solution qui va être un petit peu plus complète parce que, encore une fois, quand tu es plus petit, tu as plus d'agilité, tu te comportes un peu plus, tu fais un peu plus d'artisanat, et donc tu vas pouvoir apporter, t'as plus de proximité, etc. Donc il y a plein d'arguments à faire valoir, tu vois, auprès de ces cibles-là, vis-à-vis des concurrents en place, et tu seras rarement, très rarement même embêté par le critère prix. Ouais. Là, on revient au tout premier conseil que tu nous as donné dans ce podcast, c'est aller interviewer en fait les clients que vous visez, enfin les prospects pardon que vous visez, et poser leur la question en fait quels sont les
les paniers moyens que vous avez dans votre industrie. D'ailleurs, j'ai pas trop rebondi quand tu as parlé d'interview, mais moi je fais du podcast. On pourrait imaginer finalement créer un podcast qui sera un prétexte pour aller parler à des gens très difficiles d'accès. Ça marche très très bien. Ouais. C'est le même principe. Tu vois, le podcast aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu le modèle des podcasteurs, c'est créer des relations. Donc, tu démarres par une première approche, climat de confiance, tu as apprécié telle ou telle personne parce que elle communique de telle façon, parce qu'elle résout telle problématique. Tu l'abordes en lui expliquant précisément pourquoi tu l'abordes elle, et ensuite tu la considères. Ouais. Et si le sujet l'intéresse, si tu veux, c'est comme ça que tu fais ton interview, que tu tisses des liens, que tu travailles ensemble ensuite, que tu croises les réseaux par ailleurs. Et donc ça, c'est un peu le schéma universel, tu vois, qui te permet justement de rentrer en relation beaucoup plus facilement par cette considération importante avec tes clients de demain, finalement. Ouais. À l'inverse, ou avec une méthode très orientée vente directe ou un peu agressive, tu vas avoir beaucoup plus de mal. Et plus tu montes vers des clients rentables, entre guillemets, ou de taille importante, plus tu as du mal avec des approches très directes, parce que c'est des gens qui ont déjà des interlocuteurs, c'est des gens qui ont déjà des fournisseurs, c'est des gens qui ont déjà des habitudes, et donc avec des approches très frontales, en général, tu passes à la trappe directement, tu vois. Ouais, donc la considération, c'est 50% du boulot. Alors là, peut-être que les auditeurs se disent « Oulala, mais si je dois commencer à faire un podcast pour aller démarcher, ils vont se dire « Oula, ça va me prendre trop de temps. » Bon, vous pouvez m'appeler, je vous conseillerai. Mais en fait, ça peut être aussi, je pense à une technique de prospection que fait beaucoup le studio EXA qui sort, c'est anciennement eFounders, qui sort des boîtes souvent des logiciels SaaS chaque année. Et ils ont une technique... je me suis fait prospecter par une de leurs boîtes, en fait, c'est qu'ils te disent, donc, ils viennent du studio EXA, qu'ils viennent de créer un produit spécialement pour ton industrie. Donc, toi, ça t'intéresse puisque ça parle de ton industrie. Moi, en l'occurrence, c'est la vente ou le podcast. Et ils ont besoin de quelques personnes pour avancer sur le produit. Et notamment, ils te proposent ce dont tu parlais, une interview, mais qui va durer 10-15 minutes en visio. C'est pas un podcast, c'est vraiment une interview produit. Et donc, tu te sens un peu valorisé, tu te dis, ah ouais, en plus, c'est une belle marque, il s'intéresse à mon profil. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire parce que, donc, ils m'ont prospecté sur LinkedIn en me demandant ça, j'ai accepté, j'ai passé du temps avec eux. Et effectivement, le produit, après, je l'ai testé parce que c'est ça la finalité. C'est, voilà, on vous interviewait sur le produit, on veut vous faire tester le produit qui est en bêta, pour l'instant, on vous fait rien payer et ça a une sorte de tunnel de vente. Tu sais, à la fin, si le produit est bon, tu te dis... je vais l'acheter, quoi. Oui, c'est un peu l'approche lead magnet, c'est-à-dire proposer un contenu à forte valeur ajoutée ou faire tester ça en avant-première pour derrière aller petit à petit vers une signature. Ouais. Alors, des prétextes d'approche, il y en a énormément. Quand aujourd'hui, tu vois, on parlait de le sujet, c'est facturer davantage, etc. Quand tu te tournes vers ta cible de demain, donc celle que tu pourras facturer un peu plus cher, encore une fois avec une posture empathique et en lui demandant, voilà, j'aimerais comprendre sur votre secteur ce qui aujourd'hui d'un point de vue résolution de problème n'est pas parfait, les frictions que vous rencontrez malgré le fait que vous ayez déjà des solutions en place. Encore une fois, c'est des choses qui plaisent parce que c'est des... Quand ton client, quand ton prospect souffre d'une problématique ou a un couac dans son quotidien, le fait que tu viennes par cette porte-là avant la porte de la vente, forcément ça t'ouvre des portes. Et donc le prétexte, ça peut être plein de choses. Je m'interroge sur une offre. Je m'interroge sur la direction que va prendre ma boîte. Ça peut être, j'ai envie de communiquer sur LinkedIn ou ailleurs pour intéresser des cibles comme vous, mais je sais pas quoi publier. Tu vois, c'est extrêmement bête, hein. Mais aller vers un client idéal en lui disant j'ai besoin de savoir quelles sont les problématiques qu'il faut que j'aborde sur LinkedIn parce que je me sens pas à l'aise et je suis perdu, ça fonctionne. Ça peut être co-construire un livre, un e-book, une newsletter, un média. Je pensais à ça. Plein de choses à faire intéressantes. Je pensais à ça, effectivement, le prétexte on construit un livre blanc où on interviewe les experts, les meilleurs experts de tel secteur. Bien sûr. Vous en faites partie. Est-ce qu'on peut se parler 15 minutes? C'est beaucoup plus facile d'entamer une conversation comme ça qu'en disant je suis la meilleure boîte de tel secteur, je vous vends tel produit. Et alors, juste mettre l'accent sur un truc important, c'est que souvent, tu vois, quand tu abordes ce genre de méthode avec des boîtes ou avec des indépendants qui sont pas habitués, elles peuvent te dire ah ouais mais le prétexte c'est trompeur et ainsi de suite, je suis pas très à l'aise. Alors faut pas oublier que le prétexte c'est pas un prétexte bidon, c'est un vrai prétexte. C'est-à-dire que nos boulots de commerçant, commercial,
chef d'entreprise, indépendant, etc. C'est au quotidien de comprendre les problématiques de nos cibles et de les rencontrer. Encore une fois, une boîte qui se porte bien, c'est qu'elle est capable de rencontrer un certain nombre de cibles de la bonne façon, sur un laps de temps donné, et de proposer ensuite ses services. Donc, il faut faire connaissance avec son marché actuel ou le marché qu'on vise dans 1 an ou dans 2 ans. Et donc, c'est des prétextes qu'il faut pleinement assumer, tu vois. C'est pas un prétexte bidon juste pour vendre, c'est un prétexte pour construire son offre, rencontrer du monde, s'intéresser aux problématiques de nos clients, c'est juste la base de nos boulots. Donc encore une fois, faut vraiment assumer cette posture à fond et y aller. Ok. Écoute Lucas, on arrive à une demi-heure d'interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées pour cette vente à des plus gros clients ou faire des ventes avec des plus gros paniers? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu voulais évoquer? Peut-être les arguments. Alors tu peux avoir, si tu te places sur un client qui a l'habitude de bosser avec des boîtes beaucoup plus grandes que toi, il peut avoir des craintes sur ta taille. Donc tu vois, il va falloir, encore une fois, pas se précipiter, mais préparer son discours sur quelle est la vision pour sa boîte, quels sont les clients autour de lui équivalents avec lesquels on est déjà en discussion, comment on va structurer sa boîte si on doit embaucher pour le servir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Donc rassurer, encore une fois, préparer l'argumentaire. Il faut qu'ils comprennent que dans la posture, il y a une vraie volonté d'aller sur ce marché et qu'elle aura affaire à quelqu'un de pertinent et de solide dans le temps. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'arguments. Aujourd'hui, les boîtes sont très contentes quand elles ne sont pas une ligne dans un tableau Excel. Elles sont très contentes en général d'avoir des interlocuteurs privilégiés, des interlocuteurs qui vont être très agiles, des interlocuteurs qui vont pouvoir résoudre leurs problèmes avec un niveau de finesse plus poussé que ce qui existe actuellement. Donc tout ça, c'est des arguments qui sont hyper intéressants aujourd'hui à mettre en place. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois de plus en plus, même de freelance, qui arrivent à piquer des marchés ou des missions hyper intéressantes auprès de très grosses boîtes, y compris 440, GAFA, etc., auprès de belles agences, belles structures, et ainsi de suite. Et puis en plus, c'est hyper challengeant. C'est plus challengeant d'aller vers du un peu plus difficile et un peu plus rentable que d'aller piquer des clients à un concurrent plus petit ou moins avancé. Ou, voilà. Ouais, on a ce côté-là, en plus, épanouissement perso et ainsi de suite, tu vois. On a fait un épisode justement sur l'utilisation des freelances dans la vente. Mm-hmm. Et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun de prendre des freelances sur des missions où avant, tu faisais bosser des agences, voire des gros cabinets de conseil. C'est très rassurant. C'est très rassurant parce que tu sais par qui le boulot sera fait quand tu t'adresses à une structure plus grande. Les structures plus grandes ne sont pas mauvaises, mais c'est un fait. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à une structure d'une certaine taille, tu sais pas qui fera le boulot. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été un petit peu échaudés par le fait que le boulot ait été transmis en interne parce qu'il y a eu un coup de chaud à un stagiaire qui n'a pas forcément été formé suffisamment, etc. Quand tu as affaire à une petite structure en face, que tu as un seul interlocuteur, que tu sais que c'est lui qui va se mouiller, que tu sais que c'est lui qui va faire le boulot, que tu sais que c'est à lui que tu vas t'adresser si tu as une problématique et qu'on va pas te transférer dans tous les sens, c'est rassurant. Ouais. C'est pour ça que le message que j'ai envie de porter, c'est allez-y, ça veut pas dire, encore une fois, c'est pas une question de 440 ou de boîte de grosse taille forcément, mais allez vers cette cible d'après, rencontrez-la, et vous serez surpris du fait que c'est souvent plus facile qu'on le pense. Ouais. En termes de positionnement de prix, en termes de... C'est hyper intéressant. Tu as expliqué effectivement de bien préparer son argumentaire quand on va prendre son temps quand on va avoir des clients plus grands. Faut vraiment, moi j'aime bien parler en termes d'expérience prospect. En fait, il faut vraiment comprendre que l'expérience commence dès la prospection, c'est-à-dire dans vos messages bien personnalisés, bien humanisés. Dès vos premiers rendez-vous, en fait, vous pouvez... rendre les premiers rendez-vous beaucoup plus quali. Aujourd'hui, on peut avoir une belle image en visio, un bon son. Et je dis ça, mais en fait, 90% ne le font pas, des commerciaux. Une fois que le rendez-vous est fini, le bon compte-rendu, plutôt synthétique, les bullet points, et un suivi très subtil. Et ensuite, la vente se déroule. Et déjà, là, les prospects vont se dire « Oula, c'est carré, il n'y a pas un trou dans la raquette, ces concurrents ne font pas du tout ça. » Ça montre un sérieux, un professionnalisme important. Et là, on monte d'un niveau et absolument. On peut aller chercher des clients plus costauds, ce dont on parle depuis le début. Ouais, absolument. Ça se passe effectivement dès
dès la première sollicitation. Aujourd'hui, on l'a dit, les cibles sont très sollicitées. Quand tu as une première approche qui se démarque, qui est vraiment dans la considération, la glace est brisée de manière très élégante, profonde, qui a eu un peu de recherche, tu sais déjà à qui tu as affaire. Tu vois, dès le début. Et je prends souvent l'exemple, moi je fais des parallèles avec la vente physique. En général, quand tu rencontres un prospect, la première poignée de main, tu as déjà de certains indicateurs, tu vois. Est-ce qu'elle est franche? Est-ce qu'elle est soutenue? Est-ce qu'elle est fuyante? Est-ce qu'elle est profonde, sincère? Enfin, tu vois, c'est le même principe. Donc, premier contact hyper important. Et aujourd'hui, ça ouvre rien que ce truc-là, savoir travailler ça et l'appliquer, ça ouvre énormément de portes. Ouais, très bien. Dans un monde où on est très sollicité par des choses très vendeuses et ainsi de suite, ne jamais oublier encore une fois que plus on s'attaque à des cibles un petit peu difficiles et sur des enjeux importants, plus c'est des cibles qui sont déjà sollicitées et donc plus il faut faire l'effort supplémentaire. Et quand on fait cet effort supplémentaire, forcément on sort du lot plus facilement. Et puis après, l'a priori, ne jamais oublier qu'on a souvent tendance à se dire, voilà, cette boîte-là, elle travaille déjà avec tel type de concurrent, tel type de concurrent. Il faut jamais oublier qu'aucune solution n'est parfaite. Et ça, j'ai tendance à le répéter assez souvent, dans le sens où c'est pas parce qu'une boîte avec laquelle tu aimerais travaille déjà avec un concurrent plus connu que toi, plus important que toi, que la solution, pour autant, est parfaite. Donc voilà, toi, si t'es plus petit, tu vas souvent avoir un peu plus d'agilité. Toi, ton but, ça va être justement de fournir une solution plus parfaite, mais de pas partir avec des a priori, parce qu'aucune solution n'est parfaite. Ça n'existe pas. Tu vois, demain, quelqu'un pourrait venir voir mes clients actuels et dire, bon, voilà, t'as bossé avec Lucas. Qu'est-ce qui aurait pu être encore mieux dans l'expérience, dans la manière dont vous avez bossé ensemble, etc. Et peut potentiellement se positionner comme ça, tu vois, c'est universel. Ok, écoute, merci Lucas. J'espère que les auditeurs qui écoutent cet épisode vont dès le lendemain mettre en place ces bonnes pratiques dont on a parlé. Donc il me reste encore les questions de la fin que je pose à tous les invités. La première question, c'est est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Alors ça peut être dans la vente, dans l'entrepreneuriat, ça peut être sur ce sujet du démarchage des plus gros clients. Est-ce que tu peux nous dire un truc sur lequel on a tendance à perdre du temps, ouais, ça rejoint ce qu'on s'est dit, c'est réfléchir et trop réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour signer tel type de client que je vais donc pouvoir facturer davantage. Donc arrêtons de trop réfléchir et passons du temps simplement avec ces personnes-là, questionnons-là, apprenons à poser des questions et on va gagner un temps phénoménal sur plein de niveaux, tu vois. C'est ce que tu nous disais, c'est peut-être plutôt de perdre du temps sur réfléchir à quelle est la meilleure stratégie, c'est faire un entretien avec une cible idéale et justement lui poser toutes les questions qu'on a en tête pour voir qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme élément pour pouvoir les démarcher. Tu en fais en général 3, tu as déjà de très très bons indicateurs, tu vois. Ouais. Moi je vois énormément de monde et j'en ai fait partie, j'en fais peut-être encore partie de temps en temps. Se poser énormément de questions, quel type de marché, comment je vais pouvoir y aller, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, comment je dois construire mon offre, etc. Contacter 3 personnes. On est dans un monde de plus en plus digital où on fait tout à distance, on se voit moins, on se rencontre moins, on perd l'habitude, on a des outils et ainsi de suite. Revenons à des choses très basiques. Passons du temps avec nos cibles idéales. Ça, le job d'un commercial et d'un entrepreneur, mais c'est pas toujours évident évidemment dans l'exécution, mais c'est de passer du temps avec sa cible. Donc là, tu gagnes un temps phénoménal, tu vois. Ça, l'art de questionner, il est extrêmement puissant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mes débuts de carrière dans l'automobile. Tu vois, par exemple, au lieu de poser des questions, à mettre 36 arguments sur la table pour essayer de vendre mon produit à mon client. Donc j'en mettais 1, 2, 10, 20, en me disant j'espère qu'il y en a un qui va faire mouche. Non. Tu mitraillais. Perte de temps. C'est quoi votre problématique? Qu'est-ce qui vous fait changer? Quelles étaient les frictions à l'heure actuelle? Donc voilà, passer du temps accessible et moins de temps à supposer dans son coin. Ok. Est-ce qu'il y a une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard, pareil dans la vente, dans l'entrepreneuriat? Une prise de conscience, ouais, alors ça c'est peut-être un peu plus lié à mon vécu perso, mais c'est que la vente est un magnifique métier dans le sens où elle est accessible à n'importe qui. À partir du moment où tu as envie encore une fois, de résoudre des problématiques. Tu vois ? Donc un dentiste, il doit faire 7 ans d'études, un ingénieur, il doit en faire sans doute 5. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de bagage peut se lancer dans la vente, quelqu'un qui a envie finalement d'aider les autres et d'être rémunéré pour, il peut se lancer dans la vente. Donc je trouve qu'on a tendance souvent à s'en faire un monde, à voir ça comme des techniques hyper avancées, hyper complexes, et finalement c'est juste une question de posture, d'empathie, de poser des questions, d'avoir envie d'aider les autres de la bonne manière. Et donc, s'il fallait retenir quelque chose, je pense, c'est de se dire que c'est beaucoup plus facile, simple et accessible que ce qu'on pense.
Ouais, quel que soit le corps de métier, tu vois. On a souvent tendance à se dire, oh là là, moi je suis pas vendeur, c'est compliqué, etc. C'est pas très compliqué. C'est une question de questionnement, de tempo, de care, hein, donc de prendre soin et de faire équipe avec son client, d'où le questionnement, le fait de les fréquenter régulièrement, plutôt que de se mettre en frontal, comment je vais essayer de vendre. Mettons-nous ensemble dans le même bateau et voyons quelle est la solution idéale, tu vois. Ouais, déjà de se poser la question de la posture, de comment je parle à un client, comment d'autres commerciaux parlent à des clients. Par exemple, moi j'aime bien faire cet exercice et aller dans un salon professionnel et voir comment sur les stands les commerciaux vous parlent et vous accueillent. Déjà, ça vous fait relativiser beaucoup de choses. Hein. Vous dites, ça va, je suis pas si mauvais que ça. Mais je fais souvent un exercice, tu vois, avec tout type de corps de métier, quand je les aide sur ces sujets, vente, développement commercial, prospection, prise de contact, etc. Et souvent, tu vois, je leur dis, voilà, vous êtes ou tu es acheteuse, acheteur au quotidien, tu dois acheter 365 fois par an, tu vois, entre le pain, les courses, le ciné, le théâtre, enfin, l'immobilier, l'automobile, tout ce que tu peux, le voyage, tout ce que tu peux acheter au quotidien, les chaussures et ainsi de suite, les fringues. Quel est, selon toi, le pourcentage... Oui, j'en parlais tout à l'heure, ouais. Tu vois ? Ouais. Et donc, en fait, tu te rends compte que les gens sont pas si satisfaits que ça de la manière dont on leur vend les choses au quotidien, et tu te rends bien compte que si tu es un peu plus dans l'empathie que la moyenne, un peu plus dans l'écoute, et que tu mets un peu de cœur dans la façon dont tu as envie de résoudre la problématique, et que tu montres que tu vas pas trop vite, mais que tu es là d'abord pour répondre à un problème, comme un médecin, j'en reviens à l'exemple de tout à l'heure de la bonne manière, le médecin il pose des questions, il attend, et puis une fois qu'il est sûr d'avoir la solution, il y va avec la prescription, tu vois, faut se comporter de la même manière, et là tu te rends compte que si tu as cette posture-là, tu as fait 50% du travail, tu vois. Donc c'est surtout une question de posture, je pense, plus que de technique avancée ou de la vente. Il n'y a pas de hack particulier. On retourne pas le cerveau d'un client, ça n'existe pas. C'est des choses simples. Faire équipe. Très bien. Trouver le remède ensemble. Tu as parlé de beaucoup aussi de compétences. Est-ce qu'il y a des compétences aujourd'hui que tu rêverais d'avoir ou que tu as, mais que tu trouves que tu aurais bien aimé avoir un peu plus tôt? La compétence aujourd'hui, il y a une compétence clé, je trouve, qu'on s'approprie encore trop peu, c'est le copywriting de prise de contact ou de prospection. Alors je vais m'expliquer parce que ça peut paraître un peu capillotracté. Aujourd'hui, par exemple, prends LinkedIn, on parle beaucoup de copywriting sur LinkedIn. Donc tu vas sur LinkedIn, il y a énormément de posts qui sont bien écrits, qui sont bien rédigés, et puis quand tu arrives là-dessus, tu dis, il y a beaucoup de monde qui écrit très bien, qui est très persuasif, et ainsi de suite. Alors que aujourd'hui, quand tu regardes la manière dont on s'adresse à nous, par exemple à l'écrit, par email pour de la prospection ou sur LinkedIn, souvent tu te sens pas considéré, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de de moi, de notre solution va vous permettre de choses comme ça. Et donc aujourd'hui, le truc, selon moi, qu'on devrait apprendre aux commerciaux, aux entrepreneurs le plus vite possible, c'est ce qu'on appelle le copywriting de prise de contact, tu vois. C'est comment on brise la glace, quels sont les ingrédients qu'on met dans un message pour, encore une fois, considérer l'autre, et dans toute cette masse de sollicitations, de sortir en top 1%, en première position, tu vois, pour faire la différence. Donc, sur les réseaux, tu vois que le copywriting est très exploité. Alors, tu vas me donner ton avis, mais quand tu es dans ta messagerie LinkedIn, par exemple, et que tu es prospecté au quotidien, tu le ressens beaucoup moins, cet effort, tu vois. Alors qu'il est d'une puissance, extraordinaire pour ouvrir des portes. Ouais, il y a encore beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place sur ces messages copyrightés. Pourtant, ça fait... Et c'est passionnant. Ouais, ça fait des années qu'on parle de ces sujets, mais... il reste encore beaucoup d'équipes à former. Ouais, il est très exploité dans le contenu. Ouais. Il est très très peu exploité dans la prospection, la prise de contact. Alors qu'en prospection, prise de contact, globalement, tu l'envoies pas tous les jours à ta cible comme tu postes sur LinkedIn ou sur Instagram ou ailleurs tous les jours. Tu vois, t'as une fois l'occasion de faire bonne impression. Sinon, c'est corbeille, spam, bloqué et ainsi de suite. Ouais. Donc ça, c'est pour moi. Ça, c'est un truc, si j'avais pu l'apprendre dès le début ou très tôt, parce que j'ai commencé à vendre des choses au collège et au lycée, mais je l'aurais appris plus jeune. Ça m'aurait aidé pour mes débuts dans la vente, notamment en tant que salarié à l'époque. Ouais. Okay. Sûr et certain. Okay. Il me reste deux questions. Une question que je trouve rigolote. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui t'a changé la vie? Un achat de moins de 100 €, il y en a beaucoup qui m'a changé la vie. Alors peut-être, mais je dévie certainement un petit peu du sujet, mais... je travaille depuis assez peu de temps sur un ballon. Pour le dos ?
Pardon ? Pour le dos. Ouais, un ballon pour le dos. Alors c'est pas que pour le dos, mais si tu veux, pour la petite anecdote, moi je suis assez sédentaire dans mon boulot. Hein. Je bosse avec un ordinateur, une connexion Wi-Fi, etc. Donc c'est génial, je peux voyager, louer des endroits sympas, bosser à distance, et ainsi de suite. Par contre, je me suis rendu compte que j'étais très, 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 très sédentaire. Autour de moi, l'entourage, les clients aussi. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé. On n'est pas fait pour ne pas bouger. Et en fait, alors on se détruit, c'est peut-être un peu fort, mais je suis convaincu qu'on se fait beaucoup de mal, qu'on va finir avec. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, notamment, je parle souvent avec un ami qui est kiné, ainsi de suite, ou des professionnels de santé. On va finir avec l'arthrose, on va finir courbé comme pas possible, on a des très mauvaises postures. Donc, le ballon, ça permet de bouger, ça permet de s'étirer. Et dans le prolongement, parce qu'un ballon ne change pas la vie, ou te remet pas en bonne forme, mais tapis de marche, toutes ces choses-là, sur des métiers qui sont très sédentaires, ou des commerciaux qui passent des journées entières derrière un écran, qui bougent très peu, ou qui sont, comme je l'étais à l'époque, beaucoup dans une voiture toute la journée. Attention, trouver des moyens de bouger. Ça peut passer, alors en entreprise c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça peut passer par un ballon, ça peut passer par le fait de marcher régulièrement, marcher sur un tapis, ça j'aime énormément. Je le fais en clientèle, etc. Ces choses-là qui sont très importantes. Donc est-ce que ça a changé ma vie ? Là tout de suite non. Est-ce que ça me fait déjà un bien fou ? Oui. Est-ce que ça va me permettre de vieillir dans de meilleures conditions ? Ça me protégera pas de tout, mais ce qui est sûr c'est que ça contribuera sans doute à ce que je vieillisse un peu dans de meilleures conditions à l'heure où je suis très, très peu mobile dans le cadre de mes activités. Ouais. Ouais, tu me disais que tu faisais des rendez-vous visio en marchant sur ce fameux tapis. Fabuleux. Ça, je recommande beaucoup. Quand tu fais un rendez-vous visio, alors marcher en travaillant, donc bureau, tu vois, bureau assis debout, donc en position haute avec le tapis en dessous. J'ai du mal à travailler en solo en marchant. Ça m'embête parce que je pense à la marche et voilà, puis finalement t'es mieux assis sur une belle chaise ou sur ton ballon, même si c'est différent. Par contre, quand tu es en visio avec un client, c'est fabuleux parce que tu oublies le tapis. Tu vois ? Donc moi, je l'actionne. Je fais sur 2 sessions d'accompagnement. Tu vois, moi, j'accompagne les clients sur 3 quarts d'heure, 1 heure. Je l'actionne 2 fois par jour pendant un rendez-vous. Ça fait 2 petites heures. Et j'ai fait 10 000 pas sans m'en rendre compte. Ça m'a pris 30 secondes. Allumer le tapis, prendre le Bluetooth, lancer la course. Et tu t'en rends pas compte et tu sors de là, t'es super bien, tu vois. Le tapis, le ballon, attention, parce que le ballon, ça peut faire très mal au dos. Quand tu te mets sur un ballon, tu vas vite te rendre compte que ton corps n'est plus habitué à tenir une bonne posture, et donc tu peux te flinguer le dos. Donc attention, on commence par un quart d'heure, puis une demi-heure, puis 2 heures, faut surtout pas forcer. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le ballon, j'ai essayé, j'ai eu mal ». C'est normal, le corps a besoin de se réhabituer, donc allez-y tranquillement. Un quart d'heure au début, une demi-heure, puis 1 heure, et quand ça fait mal, on arrête, il faut que le corps prenne l'habitude de reprendre les bonnes postures. Ok, bah écoute, merci Lucas pour ces petits achats qui peuvent changer une vie. Il me reste une question, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur ce podcast. Tu me proposes qui ? Une personne ? Ouais, tu peux m'en proposer 2 si tu veux. Pour aller un peu dans le prolongement de la simplicité qu'on évoquait aujourd'hui, un Mathieu Osada, je sais pas si tu connais. Non. Mathieu Osada, c'est comment aujourd'hui dans l'entrepreneuriat on fait les choses de manière très simple. C'est quoi un système de vente minimaliste, efficace à l'heure où on est sursollicité, où on nous propose 150 000 solutions à la journée, etc. C'est quoi l'essentiel ? Dans le prolongement de ce qu'on sait aujourd'hui, ça va être plus aussi sur la partie market, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant, notamment pour des petites structures ou des indés. Après, alors j'ai pas le nom là forcément, je t'aurais parlé de mon papy, mais c'est plus possible. Mais si tu peux interviewer un papy entrepreneur ou une mamie entrepreneuse, ça je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde, à l'heure où on a tendance, selon moi, à se rajouter énormément de choses sur le dos, de fardeaux. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, tu vois, moi j'ai appris la vente aux côtés globalement de patron de PME à l'époque, assez jeune. C'est ce qui m'a forgé à mes débuts. Et en fait, ce sont des gens qui sont pas nés à notre époque, qui ont démarré le business dans d'autres conditions, et c'était très straight to the point, droit au but. Ouais, tu vois, sans Internet. Sans Internet. Alors aujourd'hui, Internet nous permet d'aller plus vite, LinkedIn, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es vraiment, quand tu discutes avec des personnes comme ça, t'es sur des fondamentaux et sur des choses, je trouve, qu'on a souvent un peu perdu de vue. Tu vois. Très bien. Donc un papy entrepreneur qui a monté, ou une mamie entrepreneuse qui a monté 3, 4, 5 entreprises et qui va te dire comment ça se passait à l'époque, quels sont les fondamentaux, sur quoi on perd du temps, sur quoi on met les efforts principaux. Moi, je trouve ça super intéressant. J'adore échanger avec des entrepreneurs beaucoup plus âgés que moi pour ces raisons-là, entre autres. Bah, écoute, je vais prospecter ça, ou alors s'il y a un papy ou une mamie entrepreneur. Je vais te filer un coup de main. Ah bah très bien. Et bah écoute, merci beaucoup Lucas. Si jamais on veut te joindre, on te contacte sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Lucas Baldinger,
absolument. Ok. Et puis suivez aussi le contenu de Lucas. Tu mets des posts vraiment intéressants, je trouve, sur la vente, donc qui fonctionnent bien en plus. Donc ça prouve que c'est du bon contenu. J'essaie de proposer des choses simples en tout cas. Ok. Commençons par les fondamentaux. Ouais. Ok. Ça fonctionne bien. Merci à toi. Et Merci puis pour ton invitation. pour les auditeurs, n'hésitez pas à retrouver cet épisode sur plein de plateformes maintenant. Hein. J'ai la possibilité de mettre ces vidéos et ces audios sur quasiment toutes les plateformes qui existent, donc YouTube notamment, LinkedIn, même Twitch, tu vois. T'es sur Twitch aussi. Oui, alors sur Twitch pour l'instant j'ai pas trop d'auditeurs, mais ça va venir. Ça va venir très vite. Ouais. Tu sais faire. Et on va continuer à vous proposer du contenu. Vous pouvez retrouver aussi sur la newsletter les chroniques de la vente, un format beaucoup plus écrit autour d'un épisode. Hein. Je vous partage les épisodes, mais je vous explique plein de choses à l'écrit. Donc ça aussi, ça peut être un format intéressant. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre le contenu de Lucas. Lucas, à bientôt. À très bientôt, Alexandre. Merci beaucoup. Ouais, faites de belles ventes à tous. Bonnes affaires à tous. Merci. À bientôt.